Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information au journal que nous commençons par les titres. Le chef de l'État participe aux travaux du Forum économique mondial sur l'Afrique ouvert à Abuja au Nigeria. Le développement des infrastructures au cœur des discussions. 13 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé pour la restauration écologique et économique du lac de Guiers. Le projet a été lancé ce matin par le Premier ministre. L'État a décidé de dire sur la loi pénale concernant le vol de bétail et le vol d'électricité. Des décisions prises hier en Conseil des ministres. Dans ce journal, les réactions des populations et des représentants des structures des secteurs concernés. Rubrique économie du jeudi. Ce soir, on s'intéresse au taux de croissance. De nombreuses politiques économiques sont axées sur ce taux qui est le fruit d'un travail de longue haleine. Vous allez le voir dans ce journal. Ouverture ce matin à Abuja du Forum économique mondial sur l'Afrique, une rencontre à laquelle prend part le président Macky Sall. La première session privée a porté sur le développement des infrastructures. Dans le même registre, le chef de l'État a reçu le Premier ministre malien avec qui il a échangé sur le corridor Dakar-Bamako à Bakrikane. C'est sous une fine pluie que le président de la République est arrivé au Nigeria, où il a été accueilli par les autorités diplomatiques. À Abuja, le chef de l'État est venu prendre part au Forum économique mondial sur l'Afrique. Le premier acte de ce forum a été une session privée sur les initiatives africaines en matière de stratégie d'infrastructure. Une rencontre qui a permis à certains pays, dont le Sénégal, d'échanger avec les institutions africaines, mais surtout le secteur privé international. L'opportunité est là, tout le monde parle de la croissance de l'Afrique, mais quand on regarde de façon plus rigoureuse, on se rend compte que c'est une croissance basée principalement sur l'exportation de produits du cru, produits miniers, produits agricoles. Or, ce n'est pas sur cette base qu'on va développer l'Afrique, parce que cette croissance-là n'est pas suffisamment inclusive pour créer de l'emploi, pour changer la structure de notre économie. Il faut donc s'appuyer d'abord sur le développement des infrastructures. Or, les infrastructures demandent énormément de ressources. Il faut un cadre approprié pour cet investissement, c'est le partenariat public-privé et aussi le choix de nos États d'investir davantage dans l'infrastructure. Dans la même foulée, le chef de l'État a eu un entretien avec le Premier ministre malien Moussa Mara en présence de la représentante de la Banque africaine de développement. Le sujet de discussion a porté sur la poursuite du corridor Dakar-Bamako. La BAD est prête, même les autres partenaires aussi, notamment la Banque mondiale et tous les autres, à agir immédiatement. Et là, nous avions une petite séance de travail pour voir si déjà d'ici la tenue des assemblées générales de la BAD à Kigali, dans 10 jours, nous pourrions déjà signer quelque chose et nous mettre immédiatement au travail. Puisqu'il est devenu impératif que les moyens de communication, en particulier pour le chemin de ce qui concerne le rail, soient revisités, que véritablement l'Afrique aujourd'hui intéresse les investisseurs pour le volet communication. Et ce corridor qui se poursuit bien sûr, parce qu'il va se poursuivre jusqu'au Niger, N'Djamena et autres, au-delà. Et le Mali lui-même a ses autres interconnexions également vers la Côte d'Ivoire. C'est tout ça qu'il faut mettre en musique et sans délai. Le président Macky Sall a également reçu en audience le représentant des États-Unis pour le commerce extérieur en présence des membres de la délégation sénégalaise. Avec l'ambassadeur Michael Froman, il a été question de renforcer le volume des échanges commerciaux entre le Sénégal et les États-Unis. À l'occasion de ce forum économique mondial sur l'Afrique, plusieurs panels ont été tenus sur la croissance et l'emploi. Dans l'une des rencontres, le président chinois a dit devant les chefs d'État et de gouvernement africains l'ambition de son pays de renforcer la coopération dans plusieurs domaines. Le président Macky Sall a par ailleurs pris part à une conférence de presse sur la santé et précisément sur la vaccination à Bakrikane. Cette 24e édition du Forum économique mondial réunit un millier de délégués venus de 70 pays d'Afrique et du monde. Des leaders issus des milieux politiques, économiques, financiers, humanitaires et de la société civile qui ont échangé à travers plusieurs panels.
Un monde des affaires réuni à Abuja pour réfléchir sur les voies et moyens de promouvoir une croissance inclusive, mais également de créer des emplois. À l'occasion, la Chine a exprimé sa volonté d'élargir la coopération dans les échanges commerciaux et les investissements, mais aussi d'approfondir la collaboration dans divers domaines, notamment le développement des infrastructures, l'agriculture ou encore l'énergie. Dans l'après-midi, le président de la République a pris part à la conférence de presse sur la vaccination Afrique 2020. Une initiative de l'Alliance pour le vaccin et la vaccination, Gavi. Je voudrais saluer les efforts de Gavi, qui est un partenaire essentiel du Sénégal dans la prévention. Au Sénégal, j'ai personnellement parrainé la campagne de mobilisation des ressources en faveur du Gavi. Aussi parrainé la déclaration qui a été faite à cette occasion pour souligner la priorité élevée que nous attachons à une politique de santé préventive, surtout lorsqu'il s'agit de sauvegarder l'avenir en protégeant les enfants. Avec le soutien de Gavi, le Sénégal a introduit en 2013 un nouveau vaccin anti-pneumococcique. Ce nouveau vaccin anti-pneumococcique a aidé à combattre l'une des causes majeures de la pneumonie infantile. Nous avons par ailleurs lancé aussi une vaste campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Le chef de l'État a ainsi rappelé les excellents résultats enregistrés par le Sénégal dans la lutte contre la polio. À cela vient s'ajouter une politique de gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans. Au titre des audiences, le président Macky Sall a reçu le vice-président de General Electric, John Rice, accompagné d'une forte délégation d'Américains. L'ancien Premier ministre britannique a aussi été reçu par le chef de l'État, Gordon Brown, et l'envoyé spécial des Nations Unies pour l'éducation globale. La mise en œuvre du projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du lac de Guiers est engagée par le gouvernement du Sénégal. Une priorité qui est entrée dans sa phase active d'un coût de 13 milliards de francs CFA et financée par le Fonds africain de développement, le Fonds mondial pour l'environnement et l'État du Sénégal. Le préfalac va booster les productions agricoles et l'approvisionnement correct des populations en eau potable. Cheikh Bamba Gueye. Ce film sur le lac de Guiers permet de se rendre compte de l'importance qu'il joue dans la revitalisation écologique et économique de ce vaste ensemble situé au centre du pays. La restauration des fonctions du lac de Guiers vient donc corriger quelques aspects déplorés depuis longtemps. Sa mise en œuvre permettra ainsi aux populations environnantes d'avoir de l'eau potable en quantité et en qualité et une bonne production agricole. Ces populations étaient quasiment oubliées. Le président de la République a pris l'engagement au mois de décembre 2012 de leur donner de l'eau. Et nous avons pris ça au mot et nous sommes en train de les approvisionner. Sur les 110 villages recensés, les 51 vont avoir l'eau cette année, Inch'Allah. Financé à hauteur de 13 milliards CFA par l'État du Sénégal, le Fonds africain de développement et le Fonds mondial pour l'environnement, le préfet-lag intègre ainsi la vision déclinée dans le PSE. 4 ans de durée et à terme, l'objectif est d'asseoir un véritable pôle de croissance. Et il est en cohérence parfaite avec la politique sectorielle de l'eau et avec les orientations stratégiques définies par M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, dans le plan Sénégal émergent. En effet, en ces 3 composantes que sont la gestion des ressources en eau, l'hydraulique rurale et l'hydraulique urbaine, la mise en œuvre de cette politique permettra d'atteindre les objectifs assignés au secteur de l'eau. La structuration du financement, composée de 11,2 milliards sur prêt du Fonds africain de développement, 2,1 milliards comme contrepartie du gouvernement du Sénégal et 639,4 millions de francs CFA qui constitue un don du Fonds mondial pour l'environnement. Tout ceci met en exergue l'engagement du gouvernement et de celui de nos partenaires pour la sauvegarde de la ressource stratégique que constitue le lac de Guiers.
Le consensus ayant permis l'implication des partenaires qui accompagnent l'Office du lac de Guiers repose donc sur la cohérence de ses objectifs, notamment les infrastructures habilitantes et l'adaptation au changement climatique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de la Femme plaident pour l'autonomisation des femmes. Ils viennent de signer un protocole d'accord pour une égalité des chances dans le secteur de l'enseignement et de la recherche au Kalsoum Sall. Ce protocole d'accord ambitionne de promouvoir l'équité et l'égalité du genre dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le docteur Antassar de se réjouir de cette initiative pour l'amélioration de la condition féminine qui fait toujours face à des défis dans le secteur de l'enseignement supérieur. Les politiques en matière d'enseignement supérieur, qu'il s'agisse d'orientation, d'encadrement ou d'hébergement, n'ont pas les mêmes impacts sur les filles et sur les garçons. Elles entraînent quelquefois de profondes modifications des rôles, des relations et accentuent souvent les inégalités en termes de genre au sein de cet espace censé garantir l'équité et l'égalité pour tous les usagers. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur de signer la charte contre les violences basées sur le genre dans les milieux de formation. Les barrières fondées sur le sexe doivent disparaître dans tous les milieux. Le secteur de l'enseignement a d'ailleurs beaucoup fait dans ce sens, notamment avec le projet d'appui et de promotion des enseignantes-chercheurs. Le programme avait accordé 100 millions de francs CFA de subventions l'année dernière aux postulants. La dynamique sera maintenue. La signature du protocole entre nos deux départements permettra, en l'institutionnalisant, de dynamiser la cellule genre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette dynamique doit impérativement être entretenue et soutenue, car les femmes n'attendent que de meilleures conditions et un contexte plus favorable à leur épanouissement intellectuel. Un autre accord signé consacre un partenariat entre l'ONG FAE et le ministère de l'Enseignement supérieur pour la promotion de l'éducation des filles et des femmes. L'Agence de développement local s'engage à accompagner le plan Sénégal émergent et l'acte 3 de la décentralisation. Pour cela, un paquet de projets et programmes a été mis en place. Il s'agira de les valider pour créer des emplois et des recherches dans certaines régions ciblées du Sénégal. Maman Moussagnan. Le paquet de projets cible les domaines de l'intercommunalité et du marketing territorial, de la mise à niveau des nouvelles communes, de la modernisation de la gouvernance, de la gestion administrative et financière des collectivités locales par les technologies de l'information et de la communication. Des projets et programmes orientés vers l'accompagnement de l'acte 3 de la décentralisation et le troisième pilier du programme Sénégal émergent qui intègre la viabilité des territoires et des pôles de développement. L'agence a en effet très tôt fait le pari de considérer le territoire comme un cadre adapté pour gérer la transversalité et la compétitivité dans un contexte de concurrence tant au niveau national qu'international. Le secteur public, le secteur privé et la société civile doivent conjuguer leurs efforts pour l'atteinte de nos objectifs de développement. Pour assurer la réussite future des projets, l'Agence de développement local a décidé d'associer dès la phase de formulation les acteurs et partenaires du secteur. L'objectif est de partager et de faire valider par les élus locaux, les partenaires et les acteurs du secteur. Vous avez eu raison d'inscrire dans les orientations du ministère et les axes stratégiques de l'agence des projets et programmes qui visent une responsabilisation plus accrue des collectivités locales. Nous saluons votre démarche qui s'inscrit tout à fait dans le but de mieux connaître nos programmes en vue de l'harmonisation des interventions d'appui au développement territorial. Nous considérons que cette initiative s'inscrit à son tour dans l'acte 3 de la décentralisation et dans les changements qui vont s'opérer pour le respect des engagements du Sénégal au sein de l'UEMOA. L'ADL veut se rapprocher davantage des collectivités locales et prendre en charge la question de la création de richesses à travers l'emploi et le désir d'entreprendre des populations. Nous prenons en charge également des questions de renforcement des capacités dans ces projets et programmes, mais aussi de l'emploi local. Nous n'avons pas également oublié l'entrepreneuriat parce qu'il faut accompagner les initiatives au niveau local. Au terme de ces 3 jours de rencontres, les projets et programmes seront validés et mis en exécution prochainement.
Nous reparlons de la décision prise hier en Conseil des ministres concernant le vol d'électricité. Le gouvernement du Sénégal a apporté des modifications dans le code de procédure pénale pour alourdir les peines. Désormais, les fraudeurs risquent 1 à 5 ans de prison, une mesure hautement appréciée par les Sénégalais. Du côté des autorités de la Sénélec, ce décret vient à son heure. Aminata Mengfal. Le vol d'électricité, un phénomène de plus en plus fréquent. Au Sénégal, les fraudeurs seraient à l'ordre de 200 000. Une situation alarmante qui a poussé l'État à apporter des modifications au code de procédure pénale pour alourdir les peines de 1 à 5 ans. Une mesure saluée par les Sénégalais. Moi, je trouve que c'est une très bonne décision dans la mesure où la majeure partie des Sénégalais disent qu'il n'y a pas une fourniture correcte à l'électricité. Mais en retour aussi, les gens ne devraient pas voler l'électricité. Ça c'est vraiment un délit qui devait être puni sévèrement depuis longtemps. Certains pointent un doigt accusateur aux professionnels du secteur. Je pense que les gens sont complices avec les voleurs. Peut-être, je pourrais même penser que ce sont même eux qui sont à l'origine de ce vol, quoi. Un avis que le directeur commercial et chargé de communication à la Sénélec ne partage pas totalement. Selon lui, beaucoup d'électriciens se font passer pour des agents de la Sénélec, ce qui n'est pas toujours le cas. Je n'explique pas qu'à l'intérieur de Sénélec, il existe aussi des personnes qui sont tentées, comme les populations, d'être des complices dans les fraudes. Mais dans tous les cas, ces personnes, qu'elles soient internes ou externes, sont ciblées et combattues de la même manière. La fraude ou perte non technique entraîne des conséquences financières énormes. La fraude est très importante au Sénégal. Elle représente aujourd'hui presque 9% de pertes par rapport à l'ensemble de la production et génère plus de 25 milliards par année de pertes de revenus pour la Sénélec et plus de 5 milliards pour l'État. Le vol d'électricité prive des milliers de Sénégalais de courant. Son éradication pourrait entraîner une baisse de 10% sur le prix de l'électricité, selon des simulations de la Sénélec. Durcissement des peines relatives au vol de bétail, les acteurs applaudissent et assurent les pouvoirs publics de toute leur collaboration pour l'application de la loi, un engouement qui tient aux impacts dramatiques du vol de bétail sur la filière de l'élevage. Mamadou Samambo. Le vol de bétail au Sénégal, 5 milliards de préjudices par an pour l'économie nationale. De quoi consumer les efforts de développement de la filière, mais le vol de bétail est aussi un drame moral et même social pour les victimes. Je vais vous donner un exemple plus fatal. L'année dernière, il y avait une dame qui avait 5 moutons et 2 vaches. On a venu prendre tout ça. Et tes élèves, souvent, si on est à l'école, ils vont aller à l'école, c'est là qu'ils prennent quelque chose, ils vendent pour assurer l'étude des enfants. Mais le même mois, on prie tout. Finalement, il n'a rien. Le vol de bétail, facteur d'appauvrissement de l'éleveur, oui. Mais le phénomène a aussi un coût humain considérable. Le vol étant commis en grande majorité avec armes et amulettes. Bon, là où on parle actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont perdus leurs biens et aussi qui sont perdus leur vie à cause des vols de bétail. Les pouvoirs publics ont toujours combattu le vol de bétail. Mais les efforts sont jusque-là sapés par des phénomènes socio-culturels très complexes. Socialement, il n'est pas souhaitable de dénoncer son parent, comme vous le savez. Il n'est pas également souhaitable psychologiquement de dénoncer des voleurs qui sont organisés en mafia. Il est arrivé dans des affaires de vol de bétail que quelqu'un qui a dénoncé ses propres voleurs soit victime de représailles. Le durcissement des peines décidé par le Conseil des ministres de ce 7 mai 2014 vient donc à point nommé. La mesure était appelée de toute force par les acteurs. Le gouvernement du Sénégal, en l'occurrence le président de la République, les décisions qu'il a prises hier, c'est une majeure décision que nous applaudissons. De l'applicabilité, les parties prenantes discutent déjà et proposent des pistes de réflexion. Informer par rapport à cette loi et que les gens soient formés afin qu'ils puissent appliquer cette loi. Nous disons à tous les éleveurs, quand les gens vivent quelqu'un qu'on pensait que c'est un voleur, il faut le signaler. Le durcissement des peines relatives au vol de bétail est une demande sociale.
Demande sociale réaffirmée à toutes les occasions par les organisations des éleveurs, il est ce durcissement depuis ce 7 mai 2014 dans le registre juridique du Sénégal. Des chefs d'entreprise du textile marocain à la conquête du marché sénégalais, c'est à l'occasion des premières rencontres internationales d'affaires maroco-sénégalaises sur la filière textile qui se tiennent à Dakar, Alassane Didjou. C'est un public spécialisé qui a été convié à ces premières rencontres internationales d'affaires maroco-sénégalaises du textile. Incontournables, les figures de proue de la haute couture sénégalaise ont répondu présentes à la séance B2B. L'intérêt, c'est d'essayer de faire par le secteur privé et ce que l'État ne doit pas faire parce qu'un État doit réguler. Le gouvernement sénégalais s'en félicite eu égard aux enjeux économiques liés au développement de la grappe textile dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée. La grappe textile est une des grappes de la SCA et donc qui va servir aussi à accroître les exportations et donc à fortifier la balance commerciale. Vous savez, la balance commerciale est un agrégat fondamental pour régler le problème de la croissance. Inverser la tendance de la balance commerciale du Sénégal, tout au moins stabiliser son évolution déficitaire, c'est l'obsession des autorités en charge du commerce. Cette volonté exprimée passe par la redynamisation des filières porteuses de croissance comme le textile. Le gouvernement du Sénégal s'est engagé dans une perspective volontariste de l'assainissement du secteur avec une profonde restructuration des entreprises sur la base d'un diagnostic détaillé et des perspectives de relance. Pour rappel, les échanges commerciaux entre le Maroc et le Sénégal ont connu une évolution exponentielle, passant de 57 milliards en 2011 à 125 milliards de CFA en 2012. La balance commerciale demeure largement excédentaire au profit du Maroc. Rencontre entre le gouverneur de la BCEAO et les présidents des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UMOA. Les deux institutions ont échangé sur la rationalisation des conditions de banque et le renforcement de la transparence de la tarification des services bancaires. Il a été aussi question de réfléchir sur l'amélioration des conditions d'accès aux services bancaires. Mansour Sow. Cette rencontre a réuni entre autres le gouverneur de la BCEAO et les présidents des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UMOA. Il s'agit de réfléchir sur la rationalisation des conditions de banque, mais aussi de voir comment renforcer la transparence des services bancaires. Les présidents des APBF ont pris bonne note des travaux engagés par la Banque centrale pour une transition efficace de la réglementation en vigueur dans l'UMOA vers les nouvelles normes internationales de Bâle II et Bâle III. Dans cette perspective, des efforts sont attendus de l'ensemble des acteurs pour une application pragmatique de ces normes. Dans ce contexte, le système bancaire est appelé à apporter sa contribution en finançant les projets qui sont présentés à la fois par les États et par les opérateurs économiques. Dans ce cadre-là, elles sont incitées à renforcer leurs fonds propres et à renforcer leur situation financière pour leur permettre de répondre positivement à toutes les sollicitations de financement, en tout cas au maximum de sollicitations de financement. Outre le thème relatif aux conditions de banque, il a été aussi question de se pencher sur le renforcement de la solidité bancaire et la préservation de la stabilité financière. Les participants ont évoqué les difficultés liées surtout à l'environnement judiciaire, lequel a des répercussions sur le financement des économies. Les banques, compte tenu de la spécificité donc de leur activité, les banques ont souhaité quand même que les efforts qui sont en cours soient maintenus et je dirais même accélérés pour que nous puissions exercer notre activité dans les meilleures conditions possibles. Cette rencontre entre dans le cadre des échanges permanents que la Banque centrale entretient avec la profession bancaire. Au terme de cette réunion, une autre rencontre est prévue avant la fin du deuxième semestre de l'année en cours. Objectif, faire l'état de la mise en œuvre des recommandations issues de la présente réunion.
Nous en venons à la rubrique économie du jeudi. C'est un indicateur de l'état de santé économique d'un pays. Il s'agit du taux de croissance. De nombreuses politiques économiques reposent sur lui, de telle sorte que sa publication est très attendue chaque année. Ce que ce chiffre du taux de croissance ne laisse pas voir cependant, c'est un travail de longue haleine qui est mené. Un travail qui fait justement l'objet de la rubrique économie de ce jour et les signé Aram Ndao. On s'en tient le plus souvent à un chiffre, une valeur relative. 3% de taux de croissance, 3,5% ou encore 7% pour reprendre l'ambition du plan Sénégal émergent. Que des chiffres synthétiques. Derrière eux se cachent des milliers de données. Elles sont collectées auprès des banques, des administrations, bref, de l'ensemble des acteurs économiques du pays. Nous avons comme autre source aussi les statistiques agricoles, les statistiques de l'élevage, les statistiques de la pêche. Nous collectons aussi des données auprès de l'administration centrale, de la Direction générale des finances, de la Direction générale des douanes. Tous ces éléments-là sont des données, fournissent des données qui sont mises en cohérence dans le cadre de comptabilité nationale pour nous permettre de calculer la valeur ajoutée dans les différents secteurs. Et c'est l'agrégation de ces valeurs ajoutées qui permettent d'avoir le produit intérieur brut. Depuis quelques années, le PIB, dont l'évolution détermine le taux de croissance, se calcule chaque trimestre. Le fait d'introduire maintenant le PIB trimestriel nous permet, à la fin du trimestre, d'avoir des premières estimations de la croissance de l'année écoulée. Nous sommes par exemple en 2014. D'ici septembre, Inch'Allah, on va sortir le compte provisoire de l'année 2013. Et un an après, on va réviser et ce compte provisoire sera semi-définitif. Et un an après encore, il sera définitif. Tout repose sur les informations collectées. Pour le secteur informel, c'est un travail de terrain qui s'y est. Des enquêtes sont périodiquement menées auprès de ces acteurs. Concernant les entreprises, elles sont tenues de déclarer leurs comptes d'exploitation, des états financiers qu'il faut déposer à l'ANSD au plus tard le 30 avril de chaque année. Ces états financiers, une fois déposés, sont réceptionnés par le bureau des répertoires. En moyenne, nous avons 8200 unités qui sont enregistrées. Mais il n'est pas dit que ce sont toutes les unités qui déposent l'année sous revue. Donc, mais quand l'unité est en activité, même si elle n'a pas déposé, la statistique a les moyens d'estimer les données. Autour du taux de croissance se bâtissent des politiques économiques et des réformes. L'indicateur est tellement important qu'il fait l'objet de prévisions en attendant les chiffres définitifs. Nous utilisons donc beaucoup d'éléments, en tout cas d'autres structures, pour arriver à réaliser nos prévisions. Et le premier élément extrêmement important, en tout cas que nous utilisons, ce sont les données du passé qui nous proviennent de l'ANSD. Un autre élément important que nous utilisons, ce sont les analyses de conjoncture que nos équipes font ici à la DPE. Ensuite, comme autre élément, c'est l'orientation de la politique du gouvernement. Ça, c'est une question très fondamentale. Vous savez bien que dans nos États, l'État joue un rôle extrêmement important, prépondérant en tout cas dans l'activité économique, et donc l'orientation de sa politique a une incidence très importante. Les perspectives d'investissement et de production des grandes entreprises de la place sont aussi prises en compte. Il en est de même pour les informations relatives à l'environnement international. Il s'agit des cours mondiaux, notamment le pétrole brut, dont notre économie dépend beaucoup. Il y a également la demande étrangère. Les partenaires du Sénégal, nous avons besoin de comprendre leur orientation en matière de politique économique au regard de l'importance de la demande qui est adressée à notre économie. J'en veux pour exemple, par exemple, le Mali avec la demande de ciment adressée au Sénégal. Beaucoup d'informations et de données derrière les chiffres du taux de croissance, qu'ils soient provisoires, semi-définitifs ou définitifs. On en tient toujours compte dans l'élaboration des stratégies économiques et sociales.
Le taux de croissance décrypté par Aram Ndao, c'était dans le cadre de la rubrique économie du jeudi. La commission environnement du Conseil économique, social et environnemental était ce matin à la société commerciale du ciment Socosim. Plusieurs sites de production de l'entreprise ont été visités, des activités qui répondent largement aux normes environnementales de l'avis des participants à cette visite. Lamine Touré. L'un des 3 sites d'exploitation de marne calcaire de la Socosim, la carrière de Rufisque, a été la première étape d'une visite réservée aux géants sous-régionales de la cimenterie. Ici, les membres de la commission environnement de la CEC ont échangé avec la direction générale de la société sur le déminage, le décapage, des activités qui donnent au produit sa première forme. Ensuite, cap sur la centrale électrique de l'usine. Puis, la salle de contrôle des opérations de production et la fondation Socosim. L'exposé détaillé du processus de fabrication du ciment a rassuré la commission. La Socosim utilise tout d'abord des coques d'arachide pour ses combustions. Elle utilise en même temps aussi des pneus usés qui avaient envahi toute la zone de la Grosse, les pneus usés. Et il y a le reboisement. Le reboisement, la Socosim a fait un reboisement, si je ne me trompe pas, depuis 2008. Le ciment à destination des Sénégalais ou de l'extérieur est mis dans des sacs en papier. Avec une production annuelle de 3 600 000 tonnes de ciment par an, la Socosim produit plus que toute autre société spécialisée en la matière en Afrique noire. Dans cette gigantesque politique de production, le respect strict de l'environnement est érigé en principe de fonctionnement de la société. Aujourd'hui, la société commerciale du ciment dispose de plusieurs réalisations internes et externes en matière de préservation de l'environnement. Nous avons un système d'exploitation des carrières avec une méthode qui limite l'impact des vibrations. Vous savez que les vibrations, quand vous ébranlez les roches avec des explosifs, il y a des vibrations qui se propagent. Quand on vous parle de substitution de produits comme des coques d'arachide et autres par du charbon, nous réduisons du même coup les émissions de gaz à effet de serre. Au cours de cette visite, les participants ont beaucoup échangé sur les conditions sociales des travailleurs de Socosim. Les réponses apportées par les intéressés eux-mêmes ont rassuré les membres de la commission environnement du Conseil économique, social et environnemental. Elle a réaffirmé son engagement à soutenir la société qui emploie près de 1000 personnes pour l'essentiel des Sénégalais. Le Parti socialiste lance à partir de demain un appel à candidature pour le poste de secrétaire général, expression d'une démocratie interne chez les Verts qui seront en congrès les 6 et 7 juin prochains. En bureau politique hier, le PS a par ailleurs lancé un appel au gouvernement pour une bonne organisation matérielle des élections locales du 29 juin. Abdoulaye Wilane, le porte-parole du PS, en explique au micro de Oumar Nying. Du 9 mai au 17 mai, tout militant du Parti socialiste, toute militante du Parti socialiste qui aspire diriger le Parti socialiste pour en être son secrétaire général est habilité à présenter sa candidature et à se faire investir par au moins une CA de coordination qui présente la candidature. À partir du 17 à 18 h, une commission qui reçoit les candidatures va étudier les dossiers parce qu'il faut quand même critérier et se conformer aux textes statutaires et réglementaires du parti. Et le 21, il sera procédé à la proclamation, à l'affichage et à la publication des candidatures retenues. Quel enseignement peut-on avoir de cette procédure-là? Mais c'est un enseignement d'une démocratie appliquée, vécue, et comme je le dis toujours, la politique est un art tout de pédagogie. Parmi les formations politiques du Sénégal, il n'y a que le Parti socialiste qui se prête à cet exercice. Nous avons renouvelé partout nos instances de base, les sections et les coordinations. D'ailleurs, ça nous a beaucoup aidé parce que les rares endroits où on a des problèmes de cohérence dans le choix de nos militants au niveau des élections locales, c'est les endroits où on n'a pas encore fini le renouvellement. Donc, partout où les légitimités ont été renouvelées, on a eu des choix clairs et une option conforme à la ligne de parti. Nous avons dit que le gouvernement du Sénégal, l'État, doit faire en sorte que le processus électoral ne soit pas émaillé d'erreurs matérielles. Il ne doit pas y avoir place à des contestations. Il faut que le ministère de l'Intérieur travaille à ce que chaque liste
aient des couleurs respectées, des sigles respectés et que les bulletins soient présents partout où besoin de cela. Il faut éviter qu'au lendemain, qu'au soir du 29 juin, qu'il y ait des individus ou des candidats qui puissent faire des critiques qui iraient dans le sens de ternir l'image de marque de notre démocratie. Actualité hors du Sénégal, en Afrique du Sud, l'ANC est sûr de remporter les élections législatives. Après dépouillement de 65% des résultats, le parti de Jacob Zuma a obtenu plus de 63% des voix. C'est l'une des informations de notre round-up de l'actualité africaine. On survole que nous commençons par le Mali où un 8e soldat français a perdu la vie. Un militaire français a été tué dans le nord Mali. C'est la 8e victime dans les rangs de l'armée depuis le lancement de l'opération Serval en janvier 2013. L'attaque a eu lieu près de Tessalit, à l'extrême nord, région où les djihadistes restent actifs. Une menace pour le Mali, mais aussi pour la sécurité des pays voisins, selon le ministre de la Défense. Jean-Yves Le Drian annonce un redéploiement des troupes. Sur l'ensemble du Sud, mais la nouveauté, c'est que ça va être reconcentré sur Gao et il y aura 3000 militaires français dans toute cette zone que j'appelle la bande sahélo-saharienne, qui est une zone de danger, qui est une zone de trafic en tout genre. Une nouvelle phase et un positionnement sans date limite, le temps qu'il faudra, affirme le ministre français de la Défense. En Afrique du Sud, pas de grande surprise au lendemain des élections législatives. L'ANC, le parti au pouvoir, arrive en tête des décomptes. Selon des résultats partiels portant sur près de 60% des bureaux de vote, l'ANC obtient plus de 63% des voix. Le parti de Nelson Mandela est ainsi assuré de gérer le pays pour les 5 années à venir avec une majorité confortante. Une visite au Tchad pour attirer l'attention sur les réfugiés centrafricains. La chef de l'humanitaire des Nations Unies, Valérie Amos, s'est rendue dans un camp près de N'Djamena. Elle a lancé un nouvel appel à l'aide pour soutenir davantage le Tchad et les réfugiés qui l'accueillent. Près de 100 000 personnes ont fui la Centrafrique. Ce 8 mai est célébrée la Journée mondiale de la Croix-Rouge au Sénégal. La Croix-Rouge, par ses actions, chaque année, touche plus d'1 millier de personnes et contribue à bâtir des communautés plus fortes grâce à des programmes conduits par des volontaires. Louise Bitza. Les 7 milliards d'habitants que compte l'humanité partagent tous les jours quelque chose avec la Croix-Rouge. Ce mouvement enregistre de nos jours plus de 150 ans d'action humanitaire à travers le monde, d'où le thème de cette année, Ma Croix-Rouge, mon histoire. Chaque jour, la majeure partie des Sénégalais, les 13 millions de Sénégalais que nous sommes, si je peux dire, pratiquent mon histoire Croix-Rouge. Parce que quelque part, nous avons eu quelqu'un qui a eu à le faire. Donc c'est les dons de sang. C'est les secours, les premiers secours. C'est tous les actes que nous posons tous les jours pour venir en aide à un concitoyen. C'est le volontaire de l'institution qui va voir une vieille personne qui est toute seule et qui lui apporte le réconfort. Le thème de cette année ne fait que sanctionner ce que nous faisons tous les jours. La 66e journée de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge est dédiée à près de 100 millions de volontaires qui interviennent à travers le monde. Le fondateur, Henri Dunant, a donné le ton en 1859 en s'engageant à sauver des vies. Donc il a trouvé des blessés livrés à eux-mêmes, qui agonisaient. Et il s'est organisé avec l'appui des femmes pour faire les premiers secours. Bien que n'étant pas secouriste, on peut dire que le premier geste de secourisme vient de cet homme. Avec 188 sociétés nationales, plus de 90 millions de volontaires, la Fédération de la Croix-Rouge internationale est aujourd'hui l'institution humanitaire la plus vaste au monde. Son objectif, renforcer le sentiment de fierté d'être au sein de ce mouvement en vue de susciter l'adhésion d'autres membres. La Croix-Rouge, toujours au chevet des populations, lutte contre le sida. Les autorités sénégalaises et l'association AWA unissent leurs efforts. Elles comptent s'orienter davantage vers la sensibilisation des travailleuses du sexe grâce au projet Promise, mis en place par cette association avec l'appui de leurs partenaires américains pour accompagner les efforts de l'État. De nombreuses activités sont en vue. Déjà, les résultats livrés ont indiqué que les femmes sont de plus en plus conscientes de la pandémie. Ibrahim Pabidjedjou. Cette rencontre a pour but d'échanger sur le projet Promise qui vise à réduire le taux de prévalence du VIH-Sida.
Au Sénégal, les résultats sont encourageants. De l'avis des responsables sanitaires, le taux de prévalence est aujourd'hui de 0,7%. Pour davantage améliorer ce chiffre, les autorités et leurs partenaires comptent à travers ce projet orienter également leurs actions sur les travailleuses du sexe. Et ce qui est surtout préconisé pour les travailleurs du sexe, c'est d'abord qu'elles aient le réflexe de se protéger en utilisant des préservatifs. Je crois que ça, c'est la meilleure indication. Bon, la seconde, c'est peut-être de les sensibiliser pour les amener à abandonner ce métier. Je crois que ça également. Le reste maintenant, c'est de continuer à sensibiliser aussi pour que, vis-à-vis de leur père aussi, qu'il y ait une sorte de partage d'informations. Actrice importante dans ce combat, l'association AWA a encore réaffirmé sa volonté d'accompagner les autorités dans cette dynamique. Les résultats d'une enquête menée par cette association à Pékin et à Guédiawaye et publiée ces derniers jours sont jugés satisfaisants. Il atteste que 95% des travailleuses du sexe sont maintenant conscientes de l'intérêt de se protéger. Ceci grâce aux activités de sensibilisation. Comme thème, il y avait le thème utilisation du préservatif, il y avait le thème inscription au fichier et il y avait le thème suivi médical. Parce que celles qui ne veulent pas se ficher, au moins devraient aller se faire suivre médicalement parce qu'on ne peut pas faire la prostitution et ne pas avoir un suivi médical, un suivi régulier. Ce sont des groupes de personnes qui ne peuvent pas se présenter devant les structures, qui ne peuvent pas dire nous voici et qui ont besoin d'être accompagnés. Et le plaidoyer que je fais aujourd'hui, c'est justement que l'on regarde d'un œil plus attentif. Ces femmes super vulnérables qui ne seraient pas dans la rue si elles avaient de quoi manger, qui ne seraient pas dans la rue si elles n'avaient pas été lâchées par un mari qui peut-être est à l'extérieur, qui leur a laissé des enfants. Pour ces différents acteurs, la sensibilisation doit être encore de mise du côté des hommes tout comme du côté des femmes pour bouter cette pandémie hors de nos frontières. Le Magal de Kazu Rajab sera bientôt célébré par la communauté mouride à Touba. La commémoration de la naissance de Serigne Fallou Mbacké est un événement religieux qui prend de plus en plus d'ampleur. Un CRD s'est tenu à la gouvernance de Diourbel. La famille de Serigne Fallou Mbacké était représentée par Serigne Abdou Fatah Mbacké. Le compte rendu est signé à Wandiaï. Le Magal de Kazu Rajab célèbre la naissance de Serigne Fallou Mbacké, le deuxième khalife général des Mourides. Comme chaque année, un CRD permet de mettre en exergue toutes les dispositions qui seront prises. On va demander également donc, à la gendarmerie, à la police, aux sapeurs de renforcer les effectifs en la matière pour qu'on puisse augmenter donc, le niveau de sécurité au niveau du Magal. En sachant qu'on a 3 jusqu'à 4 événements. On a le Magal des petits-fils, on a le Magal de Serigne Bara, on a le Magal de Serigne Fallou proprement dit, et on a la cérémonie officielle le lendemain du Magal. Donc ça fait 4 événements, 4 jours. Et il faudrait qu'on puisse assurer toute la sécurité durant ces 4 jours-là. Entreprise depuis une quarantaine d'années, la célébration de la naissance de Serigne Fallou Mbacké a pris de l'ampleur. Dans le domaine de la sécurité, comme tout événement religieux, le plan de circulation a été établi. L'eau, l'électricité et la santé sont des points importants. On a une innovation, les journées médicales de Dindi. Il faudra qu'on veille à ce que ça soit un succès. Je crois que le ministre s'est engagé à la matière. L'engagement du ministre, ça nous engage nous aussi. Donc on va travailler à ce qu'on ait effectivement des journées donc, médicales de Dindi réussies. Ça, je crois que c'est possible. En termes d'assainissement aussi, il faudra qu'on s'y prépare à temps. Le Magal de Kazu Rajab a lieu dans la nuit du 26 au 27 du mois lunaire Rajab. Serigne Abdou Fatah Mbacké ibn Serigne Fallou Mbacké a remercié les autorités administratives pour les mesures qui seront prises pour un bon déroulement de l'événement. La NBA et l'USAID unissent leurs forces pour faire du basket un moyen de promouvoir le leadership chez les jeunes. La mission est traduite en acte mercredi à travers le lancement d'un programme consistant à installer ou réfectionner des terrains de basket dans 20 écoles du Sénégal. L'objectif est de former plus que des joueurs, des hommes. Normal que le projet est pour nous vivre, apprendre et s'épanouir. C'est Nalun Djigo. L'ambiance était pour le moins studieuse, il y avait bien de quoi. Il fallait écouter les allocutions, prêter attention avec des yeux pleins d'admiration au discours de vedette pour toujours à Sundiaï Gorgissidien. Les deux sont des modèles de réussite scolaire et sportive, ayant marqué ou marquant le basket mondial. Le USAID, en partenariat avec la NBA, lance un programme visant à ce que de nombreux jeunes suivent leurs pas. Le projet Vivre, Apprendre et S'épanouir encourage les jeunes à devenir les leaders au sein de leur communauté, grâce au renforcement des capacités des entraîneurs locaux et à la promotion des valeurs de base du basketball, comme le respect, l'intégrité,
la discipline et l'engagement. Après les discours d'usage, la pratique. Comme eux, ils seront des centaines de jeunes âgés de 13 à 15 ans à bénéficier de cliniques de basket 2 fois dans la semaine, le week-end étant consacré aux compétitions. Vivre, apprendre, s'épanouir, c'est un tout. Dans notre stratégie de déploiement en Afrique, notre focus c'est le développement de la jeunesse. Le dynamisme, toute cette vivacité, toute cette énergie, c'est cette énergie qu'il faut canaliser. Il faut canaliser vers des activités saines. Et je pense que le sport et le basketball en particulier offrent cette plateforme. Je suis sénégalais, je suis musulman, je suis mère, je suis femme et je suis forte. Et s'ils me prennent en exemple, je me dis Inch'Allah, parce que je suis croyante, ils seront dans la bonne trajectoire. Ces paroles ne sont pas tombées dans l'oreille de sourds. Ils sont nombreux les jeunes déterminés à prendre la balle au bon. Ça me fait plaisir, comme de voir Astou Ndiaye, ça me fait plaisir. Elle est douée, je vais être comme elle. Le lycée John Fitzgerald Kennedy est la première structure scolaire à voir son terrain de basket totalement refait. 19 autres suivront. Le championnat du Sénégal 2014 se prépare chez les boulistes. Dimanche dernier, les boulistes sénégalais et mauritaniens s'étaient donné rendez-vous à Louga, notamment pour la Coupe du Maire. C'est une doublette de l'ASC Sococim qui a remporté la palme. Tandakha Ndiaye. Louga, capitale du sport boule sénégalais, le temps d'un week-end. À l'occasion de cette Coupe du Maire de Louga, la délégation mauritanienne était bien représentée. Nous sommes chez nous, nous ne considérons pas à l'étranger et nous voulons de cette manière développer ces relations-là. Place maintenant au jet des bouchons avant de démarrer la partie. Il y avait de l'adversité dans les couloirs. La boule amicale lougatoise a réussi le pari de l'organisation, bien soutenue par ses partenaires. Chaque année, la manifestation prend plus d'ampleur et plus de solennité. Et c'est tout à fait heureux pour la ville de Louga. Ces manifestations sont le fruit d'une bonne collaboration, d'une bonne préparation. Aujourd'hui, on a une journée internationale. Et je souhaite que le meilleur gagne, que ce soit Mauritanie ou Sénégal, c'est la boule amicale qui gagne. Le temps d'observer une pause, on a profité de l'occasion pour prendre du chaud. Ce grand concours en doublette choisie a été remporté par la doublette Ibrahim Ndaw, Saré et Lamine Kane, tous de l'ASC Sococim. Nous sommes une famille, le Sénégal et la Mauritanie, donc nous sommes des frères. J'invite les boulistes à venir dimanche prochain au concours de l'ASC Sococim, qui sera donc présidé par le directeur général M. Hugo Sow. L'ASC Sococim qui va organiser la prochaine journée, ce sera dimanche. Avant de boucler ce journal, je vous signale que notre compatriote Binta Diédhiou a remporté la médaille d'or au championnat d'Afrique de taekwondo qui se déroule en Tunisie. C'est dans la catégorie des 57 kilos. Elle a reçu le message de félicitations du président Macky Sall. Bravo Binta Diédhiou. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis et bonsoir. d'appel gratuit jëndal gaaw sa puce ñëw far à 1000 francs rek ñu may le 1000 francs crédit ay juróomi waxtu woote ci bépp numéro Kirène avec